De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Bara Ndiaye, consultant en innovation technologique, Karine Orio, journaliste, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Alors, sur ce dialogue qui a donc été ouvert ce lundi au Togo, alors la communauté internationale, on le sait, suit de très près ce qu'il se passe au Togo, et cette première rencontre a d'ailleurs été obtenue grâce à la médiation du Ghana. On le sait, le président Nana Akufo-Addo se trouve actuellement sur place. Karine Orio, le rôle que joue le Ghana peut éventuellement constituer une sorte de pression vis-à-vis du gouvernement togolais. Oui, je pense que c'est assez important. Le Ghana a fait preuve, en tout cas au cours de ces dernières années, plutôt d'une forme d'alternance. Et puis, je signale que le discours qu'a prononcé le président ghanéen récemment, quand Macron était là, est un discours qui a été fort et puissant. On voit émerger effectivement un certain nombre de leadership africains. Il est déjà au pouvoir, mais il est en train de montrer, là, il est en train de prendre, en gros, il trace en fait un autre sillage. Je pense que ça peut être un bon souffle à insuffler au Togo, mais contrairement à ce qu'ont dit tout à l'heure mes collègues, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce dialogue peut déboucher sur quelque chose d'assez intéressant. Tous les yeux sont braqués sur le Togo aujourd'hui. On a vu ces dernières années, on a vu le printemps arabe, on a vu les erreurs du printemps arabe. Je pense que à côté, on a reparlé du cas du Burkina Faso. Je pense qu'aujourd'hui, M. Faure a un tout petit peu peur quand même, parce que d'un point de vue économique, il y a déjà des conséquences économiques. Il y a eu des rencontres internationales qui ont été annulées de ce fait. Donc je pense qu'il a plutôt intérêt à entendre, à écouter ce que vient le médiateur, quand le médiateur vient se poser là pour faciliter le débat. Je pense que ça peut jouer, ça peut être important. Bara Ndiaye. Oui, effectivement, ça peut être important. Je ne suis pas pessimiste par rapport en fait, à ce dialogue qui est en train d'avoir lieu actuellement. Sauf que le gouvernement, en partant vers ce dialogue, disait directement pas de rétroactivité par rapport aux deux mandats. Et on sait que ce sera un point bloquant d'avance. Donc c'est un peu flagrant quand même, quelque part. Et d'autre part, pour moi, ce dialogue est une sorte de superfuge pour assurer en fait la communauté internationale, pour leur dire, vous voyez, nous sommes en démocratie, nous organisons un dialogue, nous allons dans le sens de la réconciliation, de l'union nationale, nous voulons la paix et nous voulons aller vers un scrutin, on va dire, correct et acceptable, accepté par la communauté internationale. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que le président ghanéen, effectivement, j'ai adhéré à son discours qu'il a fait notamment à Dakar aussi, lors de la visite de Macron. C'est un homme très positif, c'est un africaniste en fait, parce qu'il est en train de nous dire, écoutez, on a nos ressources, on peut éduquer nos enfants avec nos ressources, on a l'argent, arrêtons de demander, exploitons-le comme il faut, arrêtons un peu la corruption, arrêtons un peu, en fait, tout ce qui est magouille autour du pouvoir et tout ce qui est népotisme. Et nous pouvons construire une Afrique dynamique avec notre potentiel qui sont les jeunes, dont je parle parce que moi, en fait, je ne peux pas comprendre qu'on a tout ce potentiel et que si nous ne tuons pas nos jeunes nous-mêmes par rapport à des scrutins et des urnes ou à d'autres types de propagande, c'est le désert qui les tue, c'est la mer qui les tue. Et l'Europe vient chez nous après un donneur de leçons pour nous mettre des polices pour les bloquer chez nous. C'est inadmissible. Je fais appel, c'est un coup de gueule, permettez-moi Zahra, monsieur les présidents africains, occupez-vous de vos jeunesses, vous avez du potentiel, vous avez des ressources, vous avez des budgets, créez en fait l'émergence en Afrique. Vous pouvez le faire. Alors moi je pense que aussi, pour aller toujours dans le même sens, je pense que M. Faure, même si le dialogue est un leurre et qu'à l'issue de ce dialogue on n'obtient rien, il va en sortir complètement, il perd toute crédibilité. Là ça va être très compliqué. Déjà il faut savoir que durant ces 6 mois, le président a eu du mal à se rapprocher du peuple, parce que quand il faut organiser des visites, notamment dans des zones rurales pour distribuer des kits solaires, il est obligé d'annuler sa visite. Donc il va sortir complètement écorché, écorné, son image en tout cas on prend un sacré coup, et sur le plan local et sur le plan déjà de la sous-région, parce qu'il faut savoir il faut voir ce qui s'est passé au Gabon. Il a eu du mal, M. Bongo, à rebondir, et encore aujourd'hui. Donc les prochaines élections, qui vont être les élections législatives, etc., il va avoir énormément de mal, parce que je pense que même au sein de son camp, là, le gâteau commence à se partager. Il y a des divisions. Et bien sûr, il va y avoir des divisions. Donc, ça n'augure rien de bon pour lui. De toute façon, les leçons sont là. Au Burkina, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Compaoré est parti en 3 jours suite à des émeutes. Au Zimbabwe, le président est parti. En Afrique du Sud, le président est parti. Et donc, on se dit, pour ça que j'ai des leçons. Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la dynamique de changement. Oui, la dynamique de changement, personne ne peut plus l'arrêter aujourd'hui. Parce que ce sont les jeunes Africains, la jeunesse africaine qui a besoin de l'alternance dont je parlais tout à l'heure. Ils savent, c'est-à-dire toute la jeunesse africaine a intégré aujourd'hui que notre condition de développement, il vient de souligner aujourd'hui l'Afrique
c'est le continent qui nourrit le monde entier. On le dit pas suffisamment. C'est nous qui nourrissons le monde entier. Et vous avez de plus en plus la jeunesse africaine qui est suffisamment informée, suffisamment éduquée pour se rendre compte que notre développement, voilà les freins à notre développement en tant que tel. Donc ces soulèvements-là, c'est-à-dire vont s'accélérer en Afrique. Et je ne veux pas dire que, bon, j'ai peur. Ce n'est pas une peur. Parce que si le changement ne peut pas venir à partir des constitutions, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons mis en place en Afrique en tant que tel, bien que ce soit du copier-coller quelque part, nous le savons tout à fait. Donc, il va falloir maintenant que nous prenions en considération, comment dirais-je, la demande de la jeunesse africaine en tant que telle. Donc, ce qui s'est arrivé, on a parlé du Zimbabwe, ce qui est arrivé au Burkina, ce qui est arrivé, comment dirais-je, les printemps arabes dont elle a parlé là tout à l'heure, c'est la jeunesse qui se lève, parce que la jeunesse se dit que, bon, là maintenant, il est temps qu'on prenne en compte, c'est-à-dire ces modalités du changement là qui s'imposent à nous en Afrique. Alors, on va continuer, bien sûr, de suivre le déroulement, l'évolution de ce dialogue qui devrait donc, je le disais en début d'émission, s'étaler sur une dizaine de jours. En attendant, on va passer au grand angle. Un marché des capitaux prometteur, c'est ce qui ressort des conclusions de la conférence annuelle de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, qui s'est donc tenue à Kigali. Un marché de plus de 130 émetteurs d'obligations avec un encours total de dette de 368 milliards de dollars. Voilà le tableau qui est encourageant. C'est en tout cas ce que dit la Banque africaine de développement, qui invite les institutionnels à investir davantage les produits financiers de la région. Siamlo, Victoria Selji. Selon les données présentées par la BAD, Banque africaine de développement, le marché africain des capitaux est très prometteur. En 2017, ce sont 135 émetteurs d'obligations qui ont opéré sur ce marché avec un encours total de dette de 368 milliards de dollars. Cet indicateur en dit long sur les opportunités qu'il revêt, mais souligne les grands défis qui l'attendent. Ce chiffre est relativement très bas, il faut le reconnaître, mais il faut aussi prendre conscience que ce chiffre peut s'améliorer si les conditions réelles sur le marché financier étaient respectées. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de préalables que nos économies doivent pouvoir assurer pour rendre le marché des capitaux beaucoup plus attractif. Les experts de la Banque africaine de développement déplorent une faible participation des assureurs africains. Certains marchés très actifs, comme ceux de l'Égypte et du Nigeria, engendrent respectivement 1,7 milliard de dollars et 300 millions de dollars de transactions par jour. Cependant, la marge de manœuvre reste faible pour l'ensemble du continent. Et ces pays sont très bien gouvernés, ils ont des comptes publics assainis, ils ont des mesures fiscales qui rendent attrayante leur économie. Ils ont des mesures en matière de fiscalité, en matière de sécurité des investissements qui font aujourd'hui que les gens sont plus aptes à se tourner vers ces économies-là que vers les autres pays qui sont minés par la crise, par le terrorisme, par l'insécurité. Il faut travailler à rendre beaucoup plus à la diversification de nos économies. L'un des défis majeurs pour les investisseurs concerne l'accès à des informations précises et des données sur les marchés africains des capitaux. La Banque africaine de développement interpelle sur la nécessité d'investir dans des produits financiers. Certains experts recommandent de procéder régulièrement au placement des devises, quand d'autres insistent sur le renforcement des mécanismes de couverture des risques de change afin de protéger la diversité monétaire. Les opportunités sont véritablement réelles, Barandiaï, autour donc, des marchés des capitaux africains. Autour des assurances, oui, effectivement. La FANAF, en fait, est un organisme qui a été créé, bien sûr, à Yamoussoukro, je pense c'était en 1976, et le siège est à Dakar, au Sénégal, si je ne me trompe pas. Et quelque part, les marchés des capitaux sont ouverts, c'est un créneau très porteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien comparer avec l'Europe, parce que c'est le summum. Et du coup, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'en termes d'assurance, quand on vous parle d'assurance, on parle toujours d'assurance automobile, d'assurance santé. C'est-à-dire que ce n'est pas encore si diversifié que ça. Alors que ces sociétés, si la BAD met ces 8 milliards dont ils ont parlé, les sociétés peuvent se développer parce qu'il faudra, en plus de ça, je pense, qu'ils aillent vers des partenaires dans le domaine de l'éducation. Pourquoi? Pour assimiler les peuples, en fait, à la notion d'assurance. Les assurances sont multiples. Aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce qu'on voit? Une maison qui brûle, le lendemain, les occupants n'ont plus de locaux où vivre. Alors que si on les assimile, si on les éduque dans ce sens, en leur disant souscrivez à des assurances, ce qui permettra de générer de l'argent et de l'emploi et des
des recettes sur les compagnies. Les populations vont être assimilées cette notion de souscrire à des assurances qui ne sont pas que sur la santé, sur l'automobile. En Europe, les gens s'assurent aujourd'hui. Ils assurent leurs membres, les artistes assurent leurs pieds, les footballeurs assurent leurs autres membres. En Afrique, si vous parlez de ça, on va vous rire au nez. Donc le développement des assurances, je pense, devrait être accompagné par un processus avec des partenaires locaux qui vont dans le sens d'assimiler les populations à intégrer cette notion d'assurance multiple. Jean-Marie Bitomo, vous êtes d'accord, vous, avec cet accompagnement finalement pour développer les assurances? Personnellement, j'ai une autre lecture. Vous voyez, quand j'ai lu le sujet, la lecture, c'est quoi? On prend les assureurs en tant qu'investisseurs, si vous voulez, potentiels en Afrique en tant que tel. Généralement, quand on parle des investissements internationaux, on vous parle toujours de ce qu'on vous appelle des institutionnels. Et la plupart du temps, vous avez ces sociétés d'assurance-là. Parce que les sociétés d'assurance, ce qu'il a décrit M. Barra, c'est le processus initial qui conditionne ce qu'on appelle la collecte des fonds en tant que tel. Mais une fois que les assureurs, comment dirais-je, ont cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait? L'Afrique aujourd'hui a besoin des investissements structurels, pas des investissements conjoncturels. Parce que là, on va parler, si vous voulez, on parle là d'un mouvement conjoncturel et ces promesses par rapport au marché africain en tant que tel. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dessus, quelle est la fonction qui va être dévolue aux sociétés d'assurance africaines, ou que ce soit les sociétés étrangères qui s'installent en Afrique? Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est le même problème qu'on a avec nos banques. Nous avons les banques en Afrique. Les banques, c'est-à-dire financent très très peu ce qu'on vous appelle les investissements structurels en Afrique. On va, comment dirais-je, financer quoi? On va financer les activités commerciales qui ne génèrent pas autant, si vous voulez, que les investissements purs et durs en tant que tels. Intéressant la population, bien sûr. Pas tout simplement, si vous voulez, ce que l'État peut mettre en place. Mais ça ne s'arrête pas juste à la population. Ça s'arrête, vous savez, le domaine de l'assurance, il est vaste aussi. Il y a les assureurs, les grands assureurs comme AXA, qui sont présents au ce que vous dites. Exactement. Mais moi, j'insiste sur le rôle des assurances en tant qu'investisseurs, pas en tant que collecteurs, même pas en tant que... Ils sont investisseurs, mais ils investissent à deux niveaux. C'est-à-dire qu'ils investissent au niveau tertiaire, si je peux appeler ça comme ça, de la population, et ils investissent au niveau des intermédiaires. Parce que dans le monde des assureurs, il y a des intermédiaires aussi qui sont des sociétés, d'accord, qui facilitent l'acquisition des contrats entre les populations et les structures réelles. Je suis d'accord avec vous. Nous ne sommes pas en désaccord là-dessus. Mais moi, j'ai voulu souligner une chose, c'est que ce que vous avez décrit, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la collecte de l'épargne d'argent en tant que telle. Mais moi, maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette épargne-là. Quel va être le rôle, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, quels seront les rôles dévolus à ces sociétés d'assurance-là par rapport aux besoins de développement que nous avons en Afrique. Et c'est vers ce coin, c'est-à-dire ce côté-là, que moi j'insiste. C'est une bonne chose. La BAD, vous savez, la BAD, c'est un bras séculaire en Afrique qui peut faire fonctionner énormément. Est-ce que la BAD n'est pas quand même un peu trop optimiste? Parce qu'en dehors du Maroc et du Kenya, investir dans les obligations africaines présente quand même un certain nombre de défis. Karine Oriot. Oui, je pense que c'est aussi pour assurer, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour assurer d'une certaine façon les investisseurs. Il faut souligner quand même qu'on présente de plus en plus l'Afrique subsaharienne avec un taux de croissance qui est en positif. Donc c'est intéressant. Exactement. Je pense qu'en revanche... C'est la raison pour laquelle, Karine, j'ai parlé d'investissement là tout à l'heure. Tout à fait. Mais s'il y a un point sur lequel il faut aussi insister, c'est le fait que le métier de l'assurance et les assureurs ne communiquent pas. On l'a vu. On est même en Occident, c'est un secteur d'activité, il communique très peu. Aujourd'hui, on a une transformation de la société. C'est intéressant de voir que d'un point de vue sociologique, aujourd'hui, vous avez parlé des banques, les banques vendent de l'assurance. Comment ça va se passer sur le continent africain, où là, effectivement, il y a un terrain, il y a des boulevards qui sont disponibles pour les métiers de l'assurance. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Comment ils vont se répartir? Est-ce que les banques aussi vont prendre une partie du marché? Quelle répartition, finalement? Je ne sais pas si on a assez de recul pour avoir une lecture aujourd'hui. Je pense oui, il y a un problème de recul, effectivement, parce que je parlais déjà des banques, des assureurs et des intermédiaires, voyez-vous. Et donc, après, il y a l'accompagnement à la population dont j'ai parlé. Pourquoi? Parce que c'est la population, au final, qui souscrit, que ce soit la population professionnelle, que ce soit la population civile. Donc, il faut un accompagnement dans ce sens pour une meilleure appréhension, en tout cas, de la signification même et la nécessité des assurances dans le contexte africain, encore une fois, parce qu'il faut toujours amener tout dans le contexte africain. Et vous savez, en Europe, quand on souscrit, on s'amuse tous lorsqu'on a un litige à dire « Est-ce que tu as lu l'astérisque »
Astérix avec les petits... Alors en Afrique, on n'en est pas encore là, mais il faudra les accompagner, les assimiler, mettre ça dans la culture pour faire évoluer. C'est pour ça que je parle de communication, parce que ces métiers-là doivent énormément miser sur une communication, une pédagogie aussi. Vous avez parlé d'incendie, mais aujourd'hui on voit arriver le terrorisme. Ça ne rassure pas forcément des sociétés qui veulent se positionner dans certains endroits géographiques. Donc il est important pour ces métiers-là aussi de miser sur énormément de communication pour intéresser la population, parce que ça nous concerne tous finalement. Merci Karine pour ces précisions. Vous avez posé une question là tout à l'heure de savoir est-ce que la BAD n'est pas très optimiste. Je ne pense pas que la BAD soit optimiste, parce que si vous voulez, vous avez des... vous avez des potentialités énormes en Afrique. Je trouve même qu'elles sont sous-exploitées en tant que telles. Donc les projections de la BAD, pour moi, ce sont des projections qui sont des projections à un niveau bas. Et en plus de ça, la FANAF, en fait, elle régit toute l'Afrique, c'est-à-dire c'est de l'Algérie en passant au Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de loupé au niveau du continent. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.